C'est l'heure de l'information sur l'A7, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de la flambée des prix du ciment. Il varie désormais en fonction des différentes régions du pays, une mesure annoncée par la société de production Simco qui a fait réagir la Ligue des consommateurs du Togo. Les précisions tout de suite. Nous nous intéresserons également au secteur agricole, plus précisément à la production cotonnière. Après une série de campagnes agricoles insuffisantes, plusieurs initiatives redonnent de l'espoir pour des lendemains meilleurs. Au-delà de nos frontières, Mohamed Bazoum, le président nigérien déchu, a décidé de saisir la justice ouest-africaine pour obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays, près de 2 mois après un coup d'État opéré par des militaires qui l'ont renversé, le séquestre toujours. Puis, situation sécuritaire dans le nord du Mali, les habitants de Tombouctou, presque coupés du monde dans cette région, sont confrontés depuis plusieurs semaines déjà à une situation que certains décrivent comme un blocus djihadiste. Voilà pour les grandes lignes de ce soir. Restez avec nous, les précisions, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Le prix du ciment a changé sur l'ensemble du territoire togolais. La décision a été communiquée par Simco, l'une des sociétés productrices du ciment au Togo. Une nouvelle disposition qui ne ravit pas en tout cas la Ligue des consommateurs du Togo. Les précisions de Bernard Kanvi et d'Enyonam Ayamblé. Depuis le 19 septembre 2023, le prix du ciment a connu une hausse de 12% sur l'ensemble du territoire togolais. Une disposition annoncée par la société Simco, l'une des sociétés productrices de ciment au Togo. Le 20 septembre, c'est le tour de la cimenterie nationale de procéder, elle aussi, à un réajustement de ses prix. Dans les détails, les prix du ciment varient désormais d'une région à une autre dans la structure des prix de Simco. Initialement fixée à 70 500 francs, la tonne coûte désormais 78 000 francs dans les régions maritimes, plateaux et centrales. Par contre, il faut débourser 79 000 francs pour s'en procurer dans la région de la Caraïbe, 79 500 francs dans les savanes. Simtogo, quant à lui, n'a tenu à préciser que le prix de la tonne du consommateur final reste fixé à 81 000 francs, sans dire si ce prix est le même dans toutes les régions du pays. Cette flambée des prix du ciment a indigné la Ligue des consommateurs du Togo, LCT. Au travers d'un communiqué en date du 20 septembre dernier, la LCT soutient que cette augmentation est inappropriée et unilatérale. Selon elle, les nouveaux prix sont exorbitants, ce qui ne devrait pas être le cas, d'autant plus que le Togo dispose de la matière première principale pour la fabrication du ciment. À cet effet, la LCT exige les raisons de cette hausse de prix et invite par la même occasion les consommateurs togolais à s'abstenir de tout achat du ciment auprès de toutes les sociétés concernées par cette nouvelle disposition. Pour l'heure, aucune déclaration officielle n'a été faite de la part du ministère du Commerce. Les citoyens togolais continuent à être confrontés à un fait de plus en plus récurrent. Il s'agit des situations de fraude. Plusieurs se sont déjà retrouvés dans cette situation. Nous étions sur le terrain aujourd'hui. Voici le compte rendu de Jessica Rallo, Félicité Chapla et Ange Sénon. Au cours des dernières années, une augmentation significative des arnaques téléphoniques a été constatée, allant des fraudes par SMS au dévalisement de comptes mobile money, passant par d'autres types d'escroqueries. Les auteurs exploitent la vulnérabilité des utilisateurs de téléphones mobiles. La personne te demande un fonds et tu l'envoies. Et après l'envoyer les fonds, tu constates que la personne t'a bloqué. Ou bien la personne a coupé toutes les discussions avec toi. C'est là que tu vas constater que c'est un arnaque. L'arnaqueur nous a appelés nous informant de l'opération chirurgicale qu'allait subir ma mère. Il a donc demandé de lui envoyer une somme précise. Mais après avoir appelé ma mère, nous avons constaté que c'était de la tromperie. J'ai déjà été victime de ces arnaques téléphoniques. Une personne m'appela pour me dire que mon frère était à l'hôpital dans un état critique et pour cela, il avait besoin d'argent pour le prendre en charge. Un appel passé à mon frère me fit comprendre que c'était une fraude. Dans le but d'échapper à ce mal, la vigilance de la population est sollicitée. Quand les appels viennent, essayez de contacter la personne qui est dans le cas. Ou soit si on vous a dit que vous avez gagné un lot, c'est le numéro Togocel qui doit vous contacter. Et assurez-vous d'abord que c'est Togocel en allant vers les sièges. Quand tu veux traiter un business ou bien un projet avec quelqu'un, il faut que tu connais la personne physiquement. Il faut que tu restes avec la personne. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux quand on fait les business, mais les business se fait physiquement. À cet effet,
Pour contrer la cyberfraude au Togo et en Afrique de l'Ouest, des autorités américaines se sont jointes aux forces de l'ordre togolaises et ghanéennes pour réfléchir à des nouvelles stratégies. Celles-ci touchent particulièrement l'alignement des priorités et l'amélioration du partage d'informations. En milieu urbain comme en zone rurale, l'accès universel et équitable à l'eau potable reste une ambition majeure pour la plupart des États africains et particulièrement pour le Togo. Actuellement, le pays dispose d'ailleurs de plusieurs plans d'approvisionnement en eau potable, ce qui lui permet de répondre efficacement aux besoins de plus en plus grandissants. Bernard Canvi, les précisions. Le gouvernement togolais s'est fixé des objectifs très ambitieux pour réaliser l'accès universel à l'eau et à l'assainissement pour la population à l'échelle nationale. D'un taux d'accès de 57% au plan national en 2021, le pays s'est engagé à franchir le cap de 80% à l'horizon 2025. Selon les dernières données du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le taux de desserte en eau potable à l'échelle nationale atteint les 67% à la fin de l'année 2022. Dans les zones urbaines, ce taux est à un niveau de 70% et marqué à 71% dans le Grand Lomé. Ceci constitue une avancée significative par rapport au taux antérieur de 68% en milieu rural et 58% en milieu urbain. Par ailleurs, rappelons que le Grand Lomé est une zone particulièrement ciblée par de différents projets d'approvisionnement d'eau potable. Actuellement, plusieurs châteaux d'eau sont en cours de construction dans différentes banlieues de la ville. Ces infrastructures sont destinées à servir les zones à forte densité de population. Parlant agriculture dans cette édition, l'espoir renaît pour le coton togolais. Si la filière a connu des temps sombres ces dernières années, les multiples efforts et les divers apports dans le cadre de la nouvelle campagne redonnent de l'espoir pour de meilleurs rendements. Les précisions, les détails dans ce reportage de Promise Pomegbe commenté par Kofi Kliké. La filière coton est l'une des filières stratégiques de l'économie togolaise. Première culture de rente des exploitations agricoles, quatrième produit d'exportation, elle contribue à hauteur de 1 à 4,3% au PIB togolais selon les années. Autrefois prospère, la filière a perdu ses lettres de noblesse ces dernières années. 216 579 tonnes en 2019 et 2020, la production cotonnière a chuté de campagne en campagne pour finir à 46 500 tonnes en 2022-2023. Ceci en dépit des tentatives de redynamisation du secteur. Entre autres raisons évoquées, justifiant cette baisse des rendements, l'on note les problèmes de pluviométrie dus au changement climatique et l'apparition d'un nouveau ravageur. Aspirant à de meilleurs résultats, les producteurs de coton s'activent pour l'amélioration de la productivité et des rendements, l'objectif pour la campagne 2023-2024 étant de produire 93 500 tonnes de coton-graines. D'ailleurs, 105 000 hectares ont déjà été ensemencés. La production cotonnière pourrait connaître de meilleurs jours à l'avenir, puisque les efforts se multiplient de part et d'autre pour renforcer et redynamiser le secteur. La pluviométrie s'étant améliorée, certains produits, après test, se sont également révélés efficaces pour lutter contre les ravageurs. L'État togolais, pour le compte de cette campagne, a accordé un appui de 6 milliards de francs CFA aux producteurs, subventionnant ainsi les intrants et les produits anti-ravageurs. L'accompagnement a également permis d'asseoir une stratégie pour redonner vie au secteur, le rendre performant et obtenir de meilleurs résultats. Autre disposition, la mise en place d'une unité de transformation du coton et l'adoption d'une politique de l'industrie du textile et de l'habillement. Actualité au-delà de nos frontières à présent, plus précisément au Mali, la situation sécuritaire dans le pays et particulièrement dans sa région nord continue par susciter de vives inquiétudes. Les habitants de la ville de Tombouctou, par exemple, sont constamment face à une menace grandissante, produit de ce que certains appellent un blocus djihadiste. Les détails. Les habitants de Tombouctou au nord du Mali sont confrontés depuis plusieurs semaines à une situation que certains décrivent comme un blocus djihadiste. Abdoulaziz Yeria, présenté par l'AFP comme un membre de la société civile, rapporte que la vie est devenue insupportable dans la cité. Aujourd'hui, vraiment, la situation, on peut le dire ainsi, elle est intenable. Les populations de Tombouctou souffrent et c'est un cri de cœur, vraiment.
ces populations meurtries souffrent de cette situation de blocus. À Tombouctou, le commerce serait impacté par cette situation. Selon Abdoulaziz Yeria, l'essence et les produits de première nécessité manquent, les marchandises étant bloquées à l'entrée de la ville depuis l'attaque contre le bateau Tombouctou le 7 septembre. Il y a la flambée des prix qui est là. L'essence est allée à un prix jamais vu à Tombouctou. Les gasoils, c'est pareil. Les produits de première nécessité commencent déjà à faire rare. Depuis l'assaut du 7 septembre imputé aux djihadistes qui a fait une 60aine de morts, la navigation serait interrompue sur le fleuve Niger, compliquant davantage les échanges commerciaux. Le marché actuellement est très difficile parce que si ça continue comme ça, vraiment, il y a beaucoup de boutiques qui vont se fermer. Parce que si l'aliment ne rentre pas normal, comme l'huile, le lait, les sucres, les riz, les mines, si ça ne roule pas bien, vraiment, ça va être un peu difficile sur la population. La semaine dernière, Sky Mali, seule compagnie aérienne à desservir Tombouctou, a annulé ses vols, renforçant l'isolement de la ville. On vous en parlait à l'entame de cette édition. Pour obtenir sa libération et rétablir l'ordre constitutionnel dans son pays, Mohamed Bazoum, le président nigérien déchu depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, a décidé de faire recours à la justice de la CEDEAO. Le recours a été déposé par son avocat sénégalais, Maître Seydou Diagne. On voit cela dans le reportage qui suit. Renversé par un coup d'État le 26 juillet dernier et détenu au palais présidentiel de Niamey depuis lors, Mohamed Bazoum, le président déchu du Niger, a décidé de saisir la justice ouest-africaine. Il souhaite obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. La requête déposée devant la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest le 18 septembre invoque, je cite, l'arrestation arbitraire et la violation de la liberté d'aller et venir du président Mohamed Bazoum, de sa femme et de son fils, séquestrés depuis près de 2 mois. Dans un entretien avec l'agence France Presse, son avocat, Maître Diagne, a indiqué que Mohamed Bazoum et sa famille sont victimes de graves et intolérables violations des droits de l'homme. Selon lui, en cas de décision favorable, l'État du Niger aura l'obligation juridique d'exécuter la décision. Les autorités militaires au pouvoir au Niger ont-elles annoncé le mois dernier leur intention de poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Parlons justement du Niger. Les sanctions imposées au pays par la CEDEAO au lendemain du coup d'État ayant renversé Mohamed Bazoum. Les répercussions continuent par peser sur les relations économiques. Toute une série de camions sont bloqués à la frontière entre le Niger et le Bénin. En tout cas, les conséquences ne ravissent pas du tout les chauffeurs. Depuis le coup d'État du 26 juillet au Niger et la fermeture des routes terrestres avec le Bénin, les activités commerciales et de transport rencontrent d'énormes difficultés. Le pont reliant la ville béninoise de Malanville à Gaïa au Niger est bloqué par des camions de marchandises. Les gens passent pas pour quitter le côté Niger pour le Bénin. Et à 18h, tout est bloqué à cause de l'insécurité. Parce que dans la nuit, les pirogues ne voient plus. Et ils coupent, ils se cognent. La traversée Gaïa-Malanville en pirogue coûte excessivement cher et comporte énormément de risques pour les hommes et les marchandises. On a chargé le conteneur. Le conteneur c'est piné dedans. Oui. Nous, c'est un peu mieux, mais les autres qui ont les riz, tout c'est mouillé. Les garis, tout c'est mouillé, tout c'est gâté. Les chauffeurs de ces camions ont passé des semaines entières à attendre l'ouverture de la frontière. Certains d'entre eux ont épuisé leurs maigres ressources et survivent actuellement de débrouillardise. On a constaté que ceux qui ont moyen ont fait demi-tour, aller passer vers d'autres frontières, Karala,
pour aller Kitao, pour aller vers le Niger. Voilà, nous sommes ici, on n'a pas de moyens pour retourner comme les autres. Ça fait que nous maintenant, on prie qu'ils n'ont qu'à ouvrir par ici, nous on va passer. La fermeture de la frontière avec le Bénin est survenue à la suite des lourdes sanctions imposées par la CEDEAO. Le Niger, qui vit une grave crise politique et économique, a vu les prix des denrées alimentaires grimper d'environ 21%. Nous partons pour la Libye à présent, plus précisément à Derna, la ville côtière dévastée dans l'est du pays par la tempête Daniel. Certains habitants continuent à être dans l'attente du sort de certains de leurs proches victimes de ce drame. 10 jours se sont écoulés depuis les inondations meurtrières qui ont dévasté Derna en Libye, rasant des quartiers entiers de la ville côtière. Mohamed Arik, comme beaucoup d'autres, attend avec angoisse de connaître le sort de ses proches portés disparus. La plupart des destructions ont eu lieu du côté ouest. Des bâtiments entiers ont disparu. Le niveau de l'eau était si haut qu'il pouvait faire disparaître un immeuble de 8 étages. C'était irréel. J'ai perdu des amis et de la famille. Que Dieu nous vienne en aide. La brise de la mer Méditerranée se mélange à la puanteur nauséabonde de restes humains sous les décombres couverts de boue. Des équipes de secours et des bénévoles poursuivent les recherches, mais peu d'habitants ont encore l'espoir de revoir leurs proches vivants. Nous avons récupéré plus de 20 corps dans des cours et des magasins de mon quartier. C'était un cauchemar le premier jour. Personne ne s'attendait à une telle chose. Le dernier bilan officiel est de 3300 morts, mais le bilan final devrait être bien plus élevé. Les ONG évaluent jusqu'à 10 000 le nombre de personnes portées disparues. Puis également, dans le reste de l'actualité, le Maroc a annoncé mercredi un budget de 11 milliards d'euros destiné au relogement des personnes sinistrées, à la reconstruction des logements, la réhabilitation des infrastructures, le désenclavement, mais aussi pour l'encouragement de l'activité économique dans les zones particulièrement touchées par le séisme du 8 septembre dernier. Les fonds doivent bénéficier à 4,2 millions d'habitants sur une période de 5 ans. C'est ce qu'a indiqué le cabinet royal dans un communiqué. D'après le bilan officiel, près de 3000 personnes sont décédées et plus de 5600 ont été blessées dans le séisme ayant touché la province d'Al-Awaz au sud du Marrakech, affectant notamment des zones montagneuses reculées. De retour chez nous à présent pour parler sport, des réformes que le Comité national olympique du Togo compte apporter à l'endroit des fédérations nationales. Eh bien, ce dernier avait entre-temps demandé aux fédérations quelques informations portant sur les athlètes de monde qui n'a pas été soldée par une compréhension totale. Le comité revient donc avec quelques précisions ainsi que des explications. C'est ce que nous rapporte Nadej Arlidja dans ce reportage. Les choses ont été clarifiées du côté du Comité national olympique CN au Togo. Une nouvelle date a été fixée pour que les fédérations nationales sportives soumettent toutes les informations demandées par le comité au sujet de leurs athlètes. Initialement prévue pour fin janvier 2023, cette date est maintenant reportée sur le 15 octobre 2023 et demeure inchangeable. En effet, le Comité national olympique, dans de récentes notes destinées aux fédérations nationales, exigeait d'elles un certain nombre d'informations concernant leurs membres. Cette exigence a porté sur la liste de leurs athlètes d'élite de toutes les catégories, leur certificat médical, leur assurance responsabilité civile et individuelle accident, en plus de leur licence sportive. Malheureusement, ces notes n'ont pas fait objet d'une bonne compréhension à l'endroit de certaines fédérations. Suite à cela, le comité s'est expliqué. Il s'est appuyé sur la loi du 7 mai 2021 traitant des règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives du pays. Précisément, les articles 43, 44 et 45 de cette loi ont clairement justifié sa préoccupation car allant dans le même sens. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Comité national olympique est dans son rôle et prend juste des dispositions convenables pour accomplir la mission que lui confère la charte olympique, telle le soutien des mesures relatives aux soins médicaux
et à la santé des athlètes. Dans ses explications, le Comité national olympique tient toujours à sa demande. Il fait savoir que les fédérations qui ne respecteront pas le nouveau délai du 15 octobre 2023 verront leurs membres suspendus. Toutefois, il promet une protection de données vis-à-vis des informations personnelles qu'il demande. On s'arrête donc là pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de cette édition sur nos réseaux sociaux. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. Bye bye et bonne suite de soirée chez vous.